Dans la vidéo d'aujourd'hui, il sera question de vous présenter le roman intitulé L'Orchestre de Jacob de Bouniane El Mostapha et de Georges Abitbol. J'ai lu ce roman et je l'ai apprécié. Pourquoi? Tout simplement parce que les noms des rues, ceux des marchands juifs, la représentation des lieux, le voisinage avec les juifs, tout semble coïncider avec des sensations uniques que je garde du Mallah où j'ai vécu les premières années de mon enfance. En effet, le narrateur de ce récit conduit le lecteur à reculant à une époque de l'histoire du Maroc, dont la mémoire garde surtout le souvenir d'une vie commune vécue sous le signe de la tolérance. Autrement dit, chaque chapitre de ce livre se donne à lire comme des tableaux vivants, rappelant des expériences de voisinage, de commerce et d'amour, réunissant juifs et musulmans à l'abri des préjugés de haine et de rejet. C'est dans ce sens que les mots qui forment cette symphonie, où l'humain et la nostalgie de son âge d'or, deviennent une sorte de lieu de complicité entre l'écriture et la lecture, comme qui dirait entre un acte créateur où la fiction fait la courte échelle au réel et une volonté de revivre l'histoire à travers le récit de vie d'une famille dont les membres qui interprètent leur rôle et se passent le témoin, contribuant à un témoignage historique et poétique lié à une époque que tout risque de nous faire oublier. L'Orchestre de Jacob est un récit historique, mais qui se sert de la fiction pour reconstituer le puzzle d'un humain qui faisait de la sincérité son seul et unique viatique. Le roman coécrit par El Mostapha Bouniane et Georges Abitbol, intitulé L'Orchestre de Jacob, est composé de 45 chapitres, chiffre qui renvoie déjà à l'époque historique dont il relate les faits couvrant la première moitié du XXe siècle. La scène géographique, c'est-à-dire la ville de Fès, lieu d'une culture et donc d'une identité où se déroulent les événements, présente un intérêt double. D'un côté, le quartier, à savoir le Mellah, qui est révélateur historiquement d'une identité, et plus précisément l'identité de l'autre, c'est-à-dire de l'identité juive. De l'autre, nous avons la ville de Fès, donnée à voir comme le point de focalisation par où le récit relie l'histoire du Maroc, et donc par extension celle du monde. D'autant plus que l'effet du séisme des deux grandes guerres mondiales sera senti et vécu par l'identité judéo-marocaine comme un déchirement entre l'attachement aux racines et l'élan vers l'Eldorado politique. L'écriture adopte donc une démarche archéologique qui interroge les indices, j'allais dire les reliques, du passé pour reconstituer une mémoire millénaire ayant fini par céder à la pression du pouvoir politique qui a triomphé depuis le Moyen-Orient. Et adieu le brassage culturel entre deux cultures ayant partagé un territoire, une vision du monde, une façon d'aimer l'autre comme un autre soi-même. C'est sur une tonalité nostalgique que les deux auteurs de ce roman revisitent un passé commun, un amour mutuel de la terre des ancêtres et surtout celui d'une culture de tolérance. Ainsi, le récit progresse-t-il sans tenir compte d'une quelconque logique des faits. Seul compte la logique sélective de la mémoire. Voilà qui présente une succession de tableaux à la recherche de témoignages articulant la petite histoire des personnages et la grande histoire, celle des nations, où l'on voit des enjeux politiques comme la colonisation, l'immigration et les guerres. Ces enjeux-là
affaiblissent d'une manière, je dirais, directe, l'humain comme identité absolue. Inscrit dans le sensoriel, le regard, le toucher, le gustatif, l'ouïe, les chapitres de ce récit sont autant de plans dans un tableau embrassant des perspectives temporelles enfouies dans les mots, autant de pièces d'un puzzle permettant de reconstituer le temps perdu d'une mémoire qui répond aux appels d'une écriture à la tonalité nostalgique. Deux cultures, armées de la complicité de deux auteurs, de leur sens de l'histoire et de la tolérance, se reconstituent en effaçant les frontières de l'oubli pour fonctionner via les jeux de substitution et d'intersection comme une symphonie où, à l'exception de la phonologie des mots, des noms, les actions, les intentions, les réactions, les épreuves font de la similitude leur lieu de rencontre. Le chapitre 34, par exemple, rend compte d'une balade décisive pour la cristallisation d'une vision du monde, d'une balade chargée de nostalgie. Cela explique la crise de larmes de Jacob au chapitre 31, une balade où tout ce qui est vu est perçu dans sa forme indicielle. Jacob, par le biais d'une perception existentielle, vécue comme une soudaine prise de conscience, revoit le monde qui était le sien, celui de sa génération, comme une temporalité au terme de sa révolution, un temps qui, à peine retrouvé, s'évanouit comme une étoile filante, qui illumine le ciel comme le signe d'un ultime voyage. Ces tournées étaient une forme de retour à soi, avec la conscience de la finitude d'un monde, le changement et le destin d'une humanité dont le seul salut est l'esthétisation de l'histoire, pour laquelle la fiction est le canot de sauvetage de la grande histoire. Si le narrateur du temps perdu de Proust retrouve les traces de son temps perdu sur les visages vieillis qu'il croise lors d'une soirée, Jacob n'est pas loin de cette conscience du fait qu'il fait de la visite du Mallah la redécouverte des repères culturels du monde juif sombrant dans une distraction irréversible. On peut donc dire que le récit intitulé « L'orchestre de Jacob » repense notre conception de la temporalité, celle-ci étant inséparable de l'histoire avec H majuscule, réinterroge le rapport entre l'homme et le temps. Si Bergson ne perçoit le temps que sous l'effet immédiat de la conscience, pour les deux auteurs du roman, l'identité est inséparable de la mémoire, que l'écriture rappelle à la vie, au présent, au dialogue ininterrompu entre deux cultures pour lesquelles le souvenir du Mallah scelle définitivement l'union. En effet, le souvenir de l'orchestre de Jacob est le trait d'union entre un monde passé et une conscience de résistance au temps. C'est dans ce sens que le texte est défini comme un récit, c'est-à-dire le récit d'un roman personnel de l'identité juive et le récit historique d'une époque. Ainsi, l'histoire de la famille des Botbol est donnée à lire comme une pousse au pied de la grande histoire. À chaque fois qu'on relate un fait de vie, on le rattache aux événements de cette grande histoire. Dans le chapitre 14, à titre d'exemple, alors que les personnages du récit sont en train de siroter un verre de thé, on surprend une discussion à propos de Marcel Cerdan. Le départ massif des Juifs en Israël est rattaché à l'agence juive.
L'ambition de Haïm, qui voulait devenir chanteur, est inspirée du modèle de l'époque, à savoir Sami al-Maghribi ou Salim al-Halali. Et le narrateur de le confirmer d'une manière claire, la sombre époque de Vichy, Salim avait échappé à la déportation grâce à Qaddour Ben Gharbet, le recteur de la grande mosquée de Paris. Fin de citation. Et si l'on osait cette question, est-il possible de lire l'orchestre de Jacob comme un récit documentaire? La réponse est oui, du fait que dans certains chapitres, les personnages ont une fonction purement théâtrale. Ils interprètent, comme on interprète une chanson, les données culturelles d'une époque de l'identité marocaine où juifs et musulmans vivaient côte à côte dans une parfaite harmonie. Dans la page 105, le narrateur déclare « Les familles l'invitaient, c'est-à-dire le chanteur, à chanter dans leurs fêtes, les circoncisions, les communions et les mariages. » Fin de citation, c'est-à-dire cela était valable pour les musulmans comme pour les juifs. Le chapitre 20, relatant le récit de Tsuria, instruit le lecteur sur l'histoire légendaire d'une fille qui séduira juifs et musulmans dans une époque où les ambitions des deux confessions étaient réprimées par la colonisation française. Autant dire que pour raconter une époque, il est utile de penser l'histoire comme un fleuve charriant une temporalité pour laquelle seul compte l'humain comme le propre d'une identité plurielle. Alors, au terme de cette présentation du roman, ayant l'allure d'une réflexion sur l'orchestre de Jacob, on peut conclure qu'il s'agit d'une écriture qui porte en elle l'espoir de convier les deux cultures juives et musulmanes à repenser le présent pour le mettre sur le chemin d'une réconciliation inscrite dans la durée, du fait que le passé commun demeure une raison valable d'un réveil dans un monde où la voix de Jacob réinterprète sous l'égide d'une écriture aussi belle que légère le chant des cygnes, des voix qui font de la haine leur moteur de l'histoire.